Lutte contre la pollution, assainissement, reforestation. Qu'a pu réaliser le ministre sortant de l'Environnement dans l'exercice de ses fonctions? Face à face spécial gouvernement, quels sont les résultats obtenus par l'équipe Ilunkamba en affaires courantes? Je reçois ce jeudi 11 février, après le journal de 19h, le ministre Claude Nyamugabo Baziboué. Ministère à succès que le ministère de l'Environnement, ministère qui a pour vocation de protéger le bassin du Congo, poumon de la planète, mais aussi ministère qui a pour vocation de maintenir notre écosystème viable. Monsieur Claude Nyamugabo Baziboué, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le ministre de l'Environnement. Quelles ont été les missions particulières qui vous ont été assignées à votre arrivée à la tête de ce ministère ? Merci beaucoup pour cette invitation à laquelle je réponds avec plaisir, étant donné que, appelé à servir la nation, nous avons un devoir de redevabilité et votre micro et la caméra me donnent l'occasion de le faire pour notre peuple que nous servons. À mon entrée au ministère de l'Environnement et Développement durable, la première mission m'assignée par le président de la République était de rendre la République démocratique du Congo plus audible en vue d'accéder à la compensation à laquelle elle a droit. Et donc, pour le président de la République, je suis un ministre qui mène de la diplomatie environnementale. Et sous son leadership, vous avez vu que partout où je l'ai accompagné dans ses missions, il n'a cessé de souligner le rôle que joue la République démocratique du Congo pour la préservation de notre planète, mais il n'a cessé également de rappeler que le rôle que nous jouons pour préserver la planète mérite une compensation. Telle est la première mission qui m'a été assignée. Les pays des forêts tropicales humides se sont réjouis de la prise en compte dans l'accord de Paris du mécanisme de la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière. Je cite un discours du ministre de l'Environnement que vous êtes. Quels sont les efforts faits? Qu'avons-nous obtenu comme financement? On nous demande de ne pas exploiter la forêt du Congo. Ça veut dire qu'on ne coupe pas les arbres. Mais on nous donne l'argent. Qu'est-ce qu'on a obtenu à la date d'aujourd'hui? Oui, nous avons 155 millions d'hectares de forêt, ce qui fait de nous les pays détenteurs de 47% des forêts d'Afrique et de 60% des forêts du bassin du Congo. Et donc la République démocratique du Congo est un grand pays pour la régulation du climat à travers le monde. On nous demande de ne pas couper les arbres. Nous sommes tout à fait d'accord parce que tel est le rôle que nous sommes appelés à jouer pour préserver la planète. Mais pour nous, garder les arbres doit désormais rimer avec lutter contre la pauvreté. Parce qu'il faut savoir que nos compatriotes de l'Équateur, nos compatriotes de la Chopo, Bazouélé, Chouapa, qui sont des provinces forestières, vivent dans une pauvreté indescriptible. C'est curieux qu'ils soient ceux-là qui préservent la planète, mais qu'ils soient aussi les plus pauvres du pays. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Ce que nous faisons, c'est de faire comprendre au monde entier que le rôle éminent que nous jouons pour la planète mérite d'être récompensé. Et que donc désormais, préserver nos forêts rimera avec lutter contre la pauvreté. Et cela doit continuer à se faire. Nous leur avons expliqué que lutter contre la pauvreté ne se fait pas par des séminaires, par des colloques. Lutter contre la pauvreté se fait en donnant des moyens à ceux qui vivent des forêts ou ceux qui vivent dans la forêt. Il y a le fonds vert pour cela, pour rémunérer ceux qui acceptent de garder leur écosystème intact. Mais il nous revient que nous, en République démocratique du Congo, n'avons reçu que très peu d'argent. On parle de quelques milliers de dollars pour la phase de préparation du pays. Nous ne sommes donc toujours pas prêts. Et des fonds pour le financement de notre plan national d'adaptation, à peu près 1,3 million du PNUD. Tout ça, c'est totalement insignifiant. On devrait s'attendre à combien et qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas encore reçu cet argent aujourd'hui? On devrait s'attendre à 21 milliards. De dollars? Des dollars, oui. 21 milliards de dollars. Sur quelle période? Sur une période de 10 ans.
Et pourquoi est-ce qu'on ne reçoit même pas? Parce que ça ferait au moins quasi la moitié du budget. Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas encore cet argent? Mais voilà la diplomatie environnementale que nous menons pour pouvoir accéder à cet argent. Les appuis qui sont faits par les partenaires, que je remercie du reste, ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui fait qu'ils ne débloquent pas l'argent? Vous savez, Christian, je pense que dans notre pays, pendant une longue période, nous avons fait trop de politique. Nous avons eu nos regards tournés vers l'intérieur du pays et nous avons oublié de valoriser nos ressources. Ce qui fait que certains pays d'Afrique se présentent comme des grands pays forestiers, alors qu'ils ne le sont pas. Nous sommes bel et bien les premiers pays forestiers. Et nous avons donc perdu notre leadership. Donc certains pays, eux, ont déjà bien avancé, ils étaient tournés vers l'étranger, ils ont reçu l'argent, nous encore rien parce qu'on rêvait. Parce que nous n'avons pas souligné le rôle que nous jouons, nous n'avons pas été exigeants par rapport au retour, au juste retour auquel nous avons droit. Et c'est ce que j'ai fait actuellement avec le président de la République pour souligner partout où on parle de l'environnement, démontrer le rôle que nous jouons et souligner surtout que nous avons droit à une compensation pour cela. Mais tout le monde sait qu'on a 47% des forêts africaines, 60% des forêts du bassin du Congo. Cette communauté internationale qui se rend bien compte que nous sommes le poumon du Congo n'a rien fait pour nous, nous a laissés en deçà ou en dehors des pays bénéficiaires. Où nous n'avons pas fait ce que nous devions faire? Nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire parce que nous n'avons pas mis sur pied une diplomatie agissante en matière environnementale. Vous savez que grâce à cette diplomatie, moi, ministre de l'Environnement, depuis 2020, par exemple, je suis le vice-président du Conseil des ministres africains de l'Environnement. Je suis le second, donc, après la ministre sud-africaine de l'Environnement. Et cela nous donne une place parce que désormais, on ne parlera plus de protection de la planète en Afrique, sans compter avec l'Afrique, avec la République démocratique du Congo, étant donné que le ministre congolais de l'Environnement est le vice-président du Conseil africain des ministres de l'Environnement. Et je voudrais ici souligner aussi que 2021 est une grande année pour nous. Le président de la République étant président de l'Union africaine, il siégera au G20 et pourra donc non seulement parler au nom de l'Afrique, mais il n'oubliera pas également de parler au nom de la République démocratique du Congo, son pays. On voit bien, la diplomatie internationale est un volet important, notamment pour générer les ressources. À part ce volet, qu'est-ce que vous avez réalisé au cours de votre mandat? Au cours de mon mandat, j'ai réalisé beaucoup d'actions et je voudrais remercier la presse qui m'a accompagné pendant les 15 mois. Pour faire savoir ce que je fais. Et depuis 1960, année de l'indépendance du pays, la République démocratique du Congo, bien qu'ayant 155 millions d'hectares de forêt, étant le deuxième poumon du monde, curieusement, ce pays, notre pays, n'a pas de politique forestière. Aucune politique forestière. Aucune politique forestière depuis 1960. Aucune politique forestière, donc aucune boussole. Qu'entendez-vous par politique forestière? Savoir comment gérer les forêts, savoir comment exploiter ces forêts, savoir comment conserver ces forêts. Qu'entendez-vous par politique forestière? La politique forestière, c'est l'instrument qui nous guide pour transformer nos ressources forestières en recettes réelles pour les pays. C'est l'instrument qui fait de nos ressources un instrument de développement du pays. Et il n'y a aucune règle en cette matière. C'est curieux, nous avons un code forestier, mais nous n'avons pas de politique forestière. Et je me suis mis là-dessus, depuis que je suis à la tête du ministère, pour doter notre pays d'une politique forestière. Et nous sommes en pleine élaboration de cette politique. Nous la voulons la plus inclusive possible. C'est pour cela que nous consultons et les partenaires étrangers et les Congolais de toutes les provinces pour que rapidement notre pays soit doté d'une politique forestière. C'est un peu paradoxal. Comment gérer nos forêts? Comment conserver nos forêts? Quelle est la ligne rouge? Quel est l'équilibre pour le ministre de l'Environnement que vous êtes dans cette gestion des forêts? Oui, il nous faut une gestion durable de nos forêts, c'est-à-dire une gestion qui fait de nos forêts une ressource économique pour le développement du pays, mais en tenant compte du futur.
C'est-à-dire ne pas tout couper parce qu'on a besoin de moyens aujourd'hui. Couper de manière rationnelle, parce qu'il faut dire que nos forêts, c'est vrai que nous allons les conserver, mais nos forêts, c'est aussi une ressource pour le budget national. Et c'est ici l'occasion de souligner que le ministère de l'Environnement, qui est un service d'assiette, est appelé à jouer un grand rôle pour participer effectivement au budget de l'État. Combien est-ce qu'on peut dire que les forêts ont généré comme ressources en 2020 ? Le ministère de l'Environnement avait pour 2020 des assignations de l'ordre de 94 milliards de francs congolais. Pour les forêts ou en général ? En général. Et nous avons pu, grâce à un management, générer 84 milliards, soit lorsque le calcul a été fait en fin d'année, nous avons atteint 120% des assignations du ministère de l'Environnement, et cela, ce n'est pas gratuit. L'histoire du ministère démontre qu'on n'a jamais atteint ce chiffre. J'ai pu atteindre ce chiffre grâce à un management mis sur pied et qui consiste à faire venir en début d'année tous les chefs de division de l'environnement à Kinshasa. Ils viennent à Kinshasa et ils signent avec moi des actes d'engagement sur base desquels ils s'engagent à ne plus recourir aux minorations de nos recettes. Et ils s'engagent également à respecter tous les textes en la matière. Et enfin, ils prennent conscience que lorsqu'ils violent tous ces textes ou lorsqu'ils sont pris en flagrant délit en train de minorer les recettes, ils s'exposent à des sanctions administratives et même des sanctions judiciaires. Et cette stratégie a payé. Quel type de recettes le ministère de l'Environnement génère ? Le ministère de l'Environnement génère 3 types de recettes. La taxe sur la pollution, la taxe d'installation. D'installation. Voilà. D'installation 2. Il existe ce qu'on appelle les installations qui sont classées en catégories. Catégorie 1A, B, ainsi de suite. Et donc, les taxes que nous générons sont des 3 ordres. Et je crois qu'il y a eu une certaine maximisation pour l'année 2020 qui nous a fait atteindre 120% de nos recettes. Et c'est la première fois, il faut le souligner. Mais je suis sûr que lorsque ces efforts vont être poursuivis, nous allons faire mieux. Ce ministère peut faire mieux. Le ministère de l'Environnement, dans d'autres pays, arrive jusqu'à 10 à 15% des contributions au budget national. Mais le ministère de l'Environnement en RDC peine à arriver à 2-3%. Et cela n'est pas normal. À quoi est-ce dû? Aux directeurs de division qui ne déclarent pas tout, qui ne mettent pas tout, qui minorent les déclarations, ou à d'autres raisons? Cela est dû à des fonctionnaires véreux qui démêchent avec certains entrepreneurs, minorent les recettes de l'État. D'où le rôle que doit jouer également la Fédération des entreprises du Congo dans ce domaine-là, parce que quand ce n'est pas les fonctionnaires qui vont vers les promoteurs d'entreprises, c'est plutôt les promoteurs d'entreprises qui viennent aussi proposer la minoration de recettes. Donc c'est une conjugaison d'efforts que nous devons faire pour que le ministère de l'Environnement participe efficacement au budget de l'État. Le ministère de l'Environnement, ce n'est pas uniquement l'exploitation de la forêt, je tiens bien à le préciser, mais je voudrais qu'on termine avec ce domaine des forêts. La RDC qui exporte toujours des grumes à l'état brut. Du bois à l'état brut, on les voit, on voit des camions, mais on voit des beaux meubles revenir, on voit du bois revenir après traitement. Qu'est-ce qu'on attend, nous? C'était un peu le cas pour le cuivre. Qu'est-ce qu'on attend, nous, pour transformer? Parce qu'à l'état brut, ça a un prix. Après transformation, le prix de ce bois, c'est 4 à 5 fois plus. Qu'est-ce qu'on attend, nous, pour ne pas laisser partir autant de nos ressources ainsi? Eh bien, nous y sommes. Le président Félix Tshisekedi, après un entretien avec son homologue du Gabon, m'a dépêché à mission urgente au Gabon en vue de voir notre pays s'inspirer de ce modèle gabonais de transformation du bois qui réussit. Je me suis rendu au Gabon pour voir comment ça se passait, et j'ai constaté qu'au Gabon, les grumes ne sont plus exportées à l'état brut. À l'état brut. Les grumes sont transformées au Gabon.
Je me suis inspiré de ce modèle, j'ai défendu le dossier au Conseil des ministres et il a été décidé en Conseil des ministres, présidé par le président de la République, que désormais nous n'allons plus exporter les grumes à l'état brut. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des nouvelles usines qui vont s'installer. Que va-t-il se passer pour que cette transformation se fasse? Cette transformation passe par des gros investissements. Et je crois qu'il y a des grandes firmes qui veulent venir faire la même chose qu'elles font au Gabon ou dans d'autres pays en République démocratique du Congo. Et j'annonce ici qu'à partir du mois de juillet 2021, nous n'allons plus exporter les grumes à l'état brut. Ça veut dire qu'à partir du mois de juillet 2021, il y aura des capacités installées de transformation du bois. Telle est l'activité à laquelle nous nous adonnons actuellement. Et donc, la transformation des grumes en République démocratique du Congo donne une plus-value à notre bois et donne beaucoup d'emplois aux Congolais. De quel ordre vous avez déjà quantifié les bénéfices à obtenir? En 3 ans, par exemple, au Gabon, il y a eu 4500 emplois générés par la transformation des grumes à Libreville. Et nous avons une plus grande capacité en République démocratique du Congo, une plus grande forêt, et donc il y aura beaucoup d'emplois générés pour nos compatriotes ici, et notre bois sera exporté, transformé, ce qui est une plus-value pour le bois congolais. Et nous allons donc cesser d'importer notre propre bois. Notre propre bois. Dans les faits, c'est qui ce sera quel type d'investissement? Qui va installer ces usines de transformation? Non, je ne voudrais pas. C'est une sélection qui sera faite à partir de l'offre qui a été faite. Et donc, au bout de la sélection, nous aurons une grande entreprise qui va installer une zone économique en République démocratique du Congo pour la transformation du bois. Vous avez dit juillet 2021, c'est dans quelques mois. Ils pourront tout organiser en quelques mois? Nous sommes en contact et les contacts sont très avancés. Et je crois que les Congolais verront dans quelques mois des entreprises en République démocratique du Congo pour ce faire. On parle du bois qu'on abat, on parle aussi d'un projet d'1 million d'arbres. C'est utopie? Non, pas utopie. Le président Tshisekedi a une initiative appelée Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Attention, ça veut dire il nous reste 3 ans, ça veut dire 300 millions d'arbres par an. Oui, mais vous savez combien d'élèves nous avons? Plus de 200 millions d'élèves. 200 000. Plus de 200 000 élèves en République démocratique du Congo. Il parle de jardins scolaires, c'est-à-dire qu'il veut réaliser ce projet principalement avec notre jeunesse. Si chaque élève plante 1500 arbres. Oui, mais on y arrivera. Mais comment chaque élève va planter 1500 arbres par an d'ici 2023? Nous sommes en train d'y travailler avec tous les gouverneurs des provinces qui sont les responsables du programme en province. Nous y travaillons avec les leaders religieux parce que nous savons les rôles qu'ils jouent et l'impact de leur rôle sur les fidèles. Nous y travaillons avec les chefs coutumiers et les directeurs des écoles ainsi que les responsables de l'éducation nationale. Vous avez même vu que je me suis rendu au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour sensibiliser les ministres d'État sur cette question afin que même dans les jours qui vont suivre, le cours d'éducation à l'environnement soit un cours inscrit au programme scolaire en République démocratique du Congo. Parce que nous voulons que les termes techniques utilisés dans l'environnement soient à la portée déjà de nos jeunes. Vous parlez d'1 milliard d'arbres ou d'1 million d'arbres? 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Avec 9 zéros derrière. Bien sûr, et les travaux ont déjà commencé. Vous avez vu le président de la République lui-même, le samedi 5 décembre, journée de l'arbre, le 5 décembre 2020, le président de la République lui-même a prêché par l'exemple en plantant un arbre à la Cité de l'Union africaine. 1 sur 1 milliard. Non, ce n'est pas 1 sur 1 milliard. J'en ai planté beaucoup, nous sommes en train de répertorier. Vous en avez déjà planté combien? Parce qu'il reste que 3 ans. Il reste que 3 ans. Vous en avez déjà planté combien? À la Cité de l'Union africaine, vous verrez les arbres qui sont déjà plantés. Nous sommes en train de répertorier les arbres plantés à partir du 5 décembre où le chef de l'État lui-même a planté un arbre. Je suis en pleine tournée à travers les provinces
Et après la tournée, je vous dirai combien d'arbres ont été plantés depuis que le chef de l'État a lancé l'initiative. Vous avez annoncé les États généraux de la forêt, ils démarrent quand ? Et pourquoi ? Ce sera pourquoi faire pour cette politique de déforestation ou avoir une politique sur la forêt ? Oui, les États généraux auront lieu. Nous attendons les financements. De qui ? Du budget national, ainsi que des partenaires. Je voudrais dire il est normal de recourir à la communauté internationale. Pour arrêter notre propre politique ? Non, pas du tout. C'est financé par le gouvernement de la République, principalement. Mais les partenaires viennent aussi pour faire leur rapport afin que nous organisions très rapidement les états généraux de nos forêts. Et par le rapport, pouvoir avoir une influence sur les résultats de ces états généraux. C'est pour cela que je tiens à ce que les financements des états généraux soient faits par la République démocratique du Congo, par les budgets de la République démocratique du Congo, parce que nous voulons que nos forêts contribuent à notre économie et nous voulons en faire ce que nous entendons en faire et parce que la communauté internationale veut en faire. L'environnement, ce n'est pas que l'exploitation de la forêt, c'est aussi l'impact de l'homme sur son environnement. Pollution de l'eau. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Pollution de l'eau. Il existe dans notre pays une loi sur l'eau. Il existe une loi également sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Ces deux lois, malheureusement, sont méconnues. J'ai entrepris une tournée à travers les provinces. J'ai été au Lualaba, j'ai été au Katanga, j'ai continué de tourner à Kinshasa et je constate malheureusement que ces deux lois sont méconnues. Et donc, il faut une certaine pédagogie. Ces lois sont assorties également même des sanctions. Que disent ces lois? Par rapport à la pollution de l'eau, il y a beaucoup de pratiques des entreprises à travers le pays qui polluent l'eau de nos rivières, qui polluent l'air, qui polluent l'eau de notre fleuve. Et donc, je voudrais souligner ici que le ministre de l'Environnement en cette matière, ce n'est pas un ministre des bureaux, c'est un ministre des terrains. Je crois que vous m'avez vu sur terrain pour vulgariser ces deux lois. Mais également, bientôt, je soumettrai au parquet général, près la Cour de cassation, les dossiers des entreprises qui polluent nos eaux et qui ne payent pas les amendes telles qu'elles sont fixées par ces lois, la loi relative à l'eau et la loi relative aux principes de protection de l'environnement. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes avocat, vous le savez. Ces lois ont été votées, elles sont donc d'application. Comment cela se fait-il qu'on peut encore dire aujourd'hui, je l'ai entendu de votre propre bouche, que ces lois ne sont pas connues? Est-ce que cela leur donne, est-ce que ce n'est pas leur donner les raisons de ne pas respecter ces lois? Non, ils doivent les respecter. C'est moi qui dis que j'ai constaté, malheureusement, que beaucoup de Congolais ignoraient ces lois. Mais cela ne donne pas libre cours aux entreprises de polluer les eaux de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites pour que ces lois soient connues? Pendant les tournées que j'ai faites, je vulgarise ces lois, mais également les OPJ qui m'accompagnent signent des PV pour faire respecter ces lois, étant donné qu'elles sont assorties des amendes fixées déjà par les lois elles-mêmes. On parle de la pollution de l'eau, on parle de la pollution des sols, on parle de la pollution de l'air. Qu'est-ce qui est fait dans une ville, Kinshasa, qui n'a peut-être rien à envier à celle de Pékin, qui produit énormément en termes d'industrie, mais y compris aussi des déchets. La ville de Kinshasa, si la politique provinciale n'est peut-être pas du ressort de votre ministère, qu'est-ce qui est fait au niveau national pour que l'exploitation des déchets, on a vu que quand l'Union européenne était là, ça marchait bien, aujourd'hui ça marche moins bien, et pour toutes les autres de pollution, que fait votre ministère? Oui, la politique que j'impulse au ministère est de transformer les déchets en opportunités. Ces déchets sont effectivement des opportunités. Et il y a 2 mois, j'ai signé avec une firme allemande un protocole d'accord qui
veut que cette entreprise spécialisée en transformation des déchets s'installe en République démocratique du Congo, à commencer par Kinshasa, qui produit beaucoup de déchets, et ces déchets pourront être transformés en matériaux de construction et même en électricité. Notre capacité actuelle ne nous permet pas de collecter malheureusement tous les déchets et de les transformer. Il nous faut donc recourir à des grandes firmes spécialisées en cette matière, et il y en a. On voit certains pays qui transforment leurs déchets en opportunités. Telle est notre volonté, et nous avons donc signé avec des firmes qui vont le faire en concertation avec la province. Vous avez beaucoup parlé de législation. En termes de législation, que propose par exemple le ministre de l'Environnement? Parce qu'en termes de pollution, il y a notamment la production d'énergie. Pour faciliter l'hydroélectricité, qui a un coût important, mais aussi cette énergie solaire, on voit qu'en République démocratique du Congo, importer un panneau, alors que dans d'autres pays, la douane sur ce genre de matériel est gratuit. Chez nous, ça coûte encore beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a une politique générale mise en place par votre ministère? Est-ce que vous y avez même pensé sur la promotion de ces énergies propres? Oui, nous voulons de l'énergie, mais nous voulons de l'énergie propre. Et c'est pour ça que la question de la pollution ne relève pas uniquement du seul ministère de l'Environnement. La lutte contre la pollution relève à la fois du ministère de l'Environnement et d'autres ministères sectoriels, tels que le ministère de l'Énergie, le ministère des Finances, le ministère des Finances, le ministère de l'économie. Parce qu'il y a des exonérations à accorder lorsque nous voulons promouvoir un secteur. Est-ce qu'il y a des politiques particulières réalisées par vous, initiées par vous dans ce domaine? Il y a une politique particulière au niveau du ministère de l'Environnement et celui de l'Énergie. Vous avez vu qu'il a été créé depuis un temps dans notre pays l'Agence de régulation de l'énergie, l'ARE, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration pour offrir non seulement de l'énergie au pays, mais lui offrir de l'énergie propre. Et qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les résultats? Les résultats, c'est que il y a de plus en plus recours à l'énergie solaire dans notre pays. Cela se développe à travers beaucoup de provinces. Oui, mais ça coûte cher. Cela coûte cher, c'est dans un premier temps, mais il y a des efforts qui sont faits. Mais pourquoi ça coûte cher? Il y en a qui vous diront jusqu'à 20% de l'installation de cette énergie dans un pays qui manque du courant, ce sont des taxes. On y privilégie des sources électriques, comme notamment les groupes électrogènes, qui sont plus polluantes. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il existe des initiatives dans ce sens? Il existe des initiatives. J'ai accompagné le président de la République à Londres en septembre 2019 et à l'occasion, le président a signé, sous le ministre de l'Environnement, de l'énergie, a signé avec quelques entreprises britanniques en vue de rendre plus accessible l'énergie propre à travers le pays. Oui, mais l'accès à cette énergie propre, il est aussi dû au fait que le gouvernement ou l'État veut percevoir des taxes à l'importation sur des intrants qui pourraient être exonérés. Mais voilà, c'est pour cela que j'ai souligné que cette question est une question transversale. Le ministre des Finances a un rôle à jouer, celui de l'économie également. Et je crois que nous devons continuer à y travailler pour que cette énergie propre soit plus accessible. Ma question c'était, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que des initiatives ont déjà été prises dans ce sens? Nous y avons pensé lorsque le ministère de l'Énergie a signé avec certaines firmes britanniques. C'est pour que ce ne soit pas... c'est pour que cette énergie propre ne soit pas une énergie vendue uniquement pour avoir de l'argent, pour faire de l'argent, mais qu'elle soit vendue à des prix compétitifs, à des prix accessibles à notre population. Que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire pendant votre mandat, monsieur le ministre? J'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas encore assisté à la compensation que nous attendons tous du rôle que nous jouons pour la protection de l'environnement. Est-ce que vous auriez pu faire plus? On vous en a empêché? Personne ne m'a empêché de faire plus. Je ne voudrais pas parler de Covid ici. Toutes les réunions, vous savez que le ministère de l'Environnement est un ministère qui fait beaucoup de diplomatie et donc le ministre de l'Environnement est appelé
à bouger beaucoup, à faire beaucoup d'émissions et à participer à beaucoup de conférences, à être présent là où on parle de la protection de l'environnement, de la protection de la planète. Mais avec la survenance de Covid, je n'ai pas pu faire tous ces voyages. C'est vrai que nous avons fait des réunions par vidéoconférence, mais il y a des contacts en présentiel qui sont essentiels et ils n'ont pas pu être faits à cause de cette pandémie. Mais je crois que les jalons ont été posés. Une diplomatie offensive, diplomatie environnementale a été menée sous le leadership du président de la République pour que notre pays, second poumon du monde, arrive à obtenir une compensation juste des efforts qu'il fournit pour protéger la planète tout entière. Quel héritage laissez-vous à votre successeur? Est-ce que vous espérez vous succéder? Cela dépend du président de la République. C'est le président de la République qui sait qui a fait quoi, qui peut continuer à servir la nation. Il revient donc au chef de l'État de faire de moi ce qu'il veut. Je reste à disponible. La disposition de mon pays. Quel héritage vous laissez en tant que ministre de l'Environnement où nous sommes aujourd'hui le 11 février 2021? J'ai oublié de parler ici de la direction de l'assainissement. Le ministère de l'Environnement a, entre autres, pour attribution, l'assainissement des milieux en République démocratique du Congo. Et nombreux d'entre nous pensaient que l'assainissement était une attribution du ministère de la Santé. Eh bien non, c'est une attribution du ministère de l'Environnement. Il existe même au ministère une direction de l'assainissement qui était la plus oubliée, mais que j'ai pu réveiller depuis le mois de mars, à la survenue de la Covid. J'ai pensé que nous avions un rôle à jouer pour prévenir la Covid et vous avez vu cette direction. Désormais, elle est en train d'agir à travers la capitale. Elle agit également à travers les divisions provinciales pour assainir nos milieux. Je voudrais souligner ici que cette direction a du matériel adéquat et elle a un personnel congolais formé pour cela. Et c'est parmi les grands héritages, une direction autrefois oubliée, devenue aujourd'hui fer de lance pour la lutte contre la Covid et d'autres pandémies. À quoi vous engagez-vous personnellement dans l'avenir pour l'environnement? Je crois que à 49 ans, j'ai encore un rôle à jouer, j'ai encore à apporter à mon pays. Et ce secteur n'était pas... Moi, je suis juriste. De formation, juriste. Mais j'ai pu, en 15 mois, écrire même un livre sur les secteurs de l'environnement. Ce livre méga, biodiversité, enjeux de gouvernance et stratégie d'un leadership supranational. Vous pensez en savoir plus maintenant sur l'environnement? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'environnement? Ce n'est que c'est le luxe, c'est un luxe pour l'Afrique ou c'est une nécessité? Une nécessité. Je pense qu'en 15 mois, j'ai pu comprendre comment cela fonctionne. J'ai pu comprendre le rôle que joue notre pays, le rôle qu'il peut continuer à jouer. Et dans ce livre, j'ai donné les stratégies afin que notre pays, qui est un leader naturel dans le secteur de l'environnement, continue à jouer ce rôle de leader au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Est-ce que votre ministère est utile au moment où on annonce que le gouvernement va être réduit? Est-ce que le ministère de l'Environnement seul peut survivre ou doit-il être conjoint avec d'autres? À l'époque, on parlait d'environnement, conservation de la nature et tourisme. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Environnement doit rester seul ou doit changer? Je pense que le ministère de l'Environnement doit rester seul et même gagner en galon. Vous savez que dans d'autres pays, depuis quelques années, le ministre de l'Environnement était ministre d'État. Et donc, ce ministère, qui joue un grand rôle, aux côtés du ministère des Affaires étrangères, est appelé à demeurer seul en vue de continuer à jouer ce rôle pour notre pays et pour la planète.